Bienvenue et bonne matinée à tous. Europe Matin, votre matinale info sur Europe 1. François Geffrier. 8h sur Europe 1, le journal de Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour François, bonjour à tous. Europe 1 dresse un premier bilan de la saison touristique. Juillet plutôt poussif en raison notamment de la Coupe du Monde. Mais le mois d'août a été meilleur. À la une également Sophie. Dans 2 jours, l'exécutif fait sa rentrée et les dossiers qui attendent Emmanuel Macron sont brûlants. Quelles conséquences économiques l'effondrement du viaduc de Gênes risque-t-il d'avoir sur la ville de Ligurie ? L'envoyé spécial d'Europe 1 a enquêté sur place. Un grave incendie à Aubervilliers hier soir. Le feu qui s'est déclaré dans un petit immeuble a gravement blessé 7 personnes, parmi lesquelles 5 enfants. En football, Nîmes écrase Marseille et prend la 2e place de Ligue 1. Et puis un policier noir qui réussit à infiltrer le Ku Klux Klan. C'est le dernier film de Spike Lee qui sort mercredi en salle. Dans un quart d'heure, Yannick Jadot, ex-candidat à la présidentielle, désormais chef de file d'Europe Écologie Les Verts pour les élections européennes dans 9 mois. Quel programme, quel score espéré et avec quelle tête d'affiche ? Yannick Jadot, invité d'Europe 1 à 8h15. Vos questions sur Twitter, #E1 matin. Le plus gros de la saison estivale qui se tient entre le 15 juillet et le 15 août est passé. L'heure est à présent au bilan. Marion Botorel a enquêté et a recueilli pour Europe 1 les premiers chiffres et les impressions des professionnels du tourisme. Des Sables d'Olonne à Cannes, en passant par les Landes et par la Corse, un même constat. Le mois de juillet a été décevant et le mois d'août ne pourra pas le rattraper totalement. À Bastia, par exemple, Marie-Paul Chiozzi, directrice d'hôtel, espérait beaucoup mieux. La saison touristique 2018 est pour moi une saison mitigée. Nous avons eu un mois de juillet très lent, peu de fréquentation dans le parc hôtelier. Je pense que le R&B et les campings ont mieux fonctionné. Au Sables d'Olonne, le directeur adjoint de l'Office du tourisme, Jimmy Bertrand, voit plusieurs explications à cette saison en demi-teinte. L'effet Coupe du Monde peut-être qui a retardé le fait que les gens restent chez eux plus longtemps. Le fait que les vacances françaises se concentrent de plus en plus sur le mois d'août et pas sur le mois de juillet. Le fait que les destinations concurrentes ont repris des parts de marché et d'autres en prennent de nouvelles, comme le Portugal par exemple. Mais le mois de septembre pourrait réserver de bonnes surprises, en tout cas dans des régions comme la Côte d'Azur où les touristes étrangers continuent d'affluer, même après les vacances. C'est l'espoir de Claire-Anne Rex, présidente de l'Office du tourisme de Cannes. C'est surtout les Anglais, les Allemands et les Italiens qu'on note en particulier, mais on a aussi les Américains du Nord et les Japonais qui sont revenus en force. Mais les Français, eux, se préparent déjà à rentrer et ce n'est pas sur eux que les professionnels du tourisme comptent le plus pour terminer la saison en beauté. Marion Botorel pour Europe 1. 8h03, la suite du journal de Sophie Tussaud. Les vacances sont terminées pour l'exécutif qui fait sa rentrée cette semaine. Oui, alors pour l'instant, Emmanuel Macron est toujours à Brégançon dans le Var, mais le premier conseil des ministres se tiendra mercredi. C'est une rentrée sur les chapeaux de roue qui attend le président avec plusieurs dossiers très chauds. David Doucan. Emmanuel Macron rentrera à Paris d'ici demain soir. L'Élysée ne communique pas le moment précis où il quittera Brégançon parce que, je cite, il peut le décider à tout moment. C'est mercredi que les affaires reprendront véritablement. Conseil des ministres le matin avec un point de situation sur la reconstruction à Saint-Martin et Saint-Barth après l'ouragan Irma il y a 1 an. Le président de la République y sera particulièrement attentif parce qu'il retournera sur place en septembre ou en octobre et il veut que d'ici là les promesses qu'il avait faites soient tenues. L'après-midi, réunion à l'Élysée toujours avec Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Au menu, les tout derniers arbitrages budgétaires avant la présentation du projet de loi de finances. Éducation, formation, sécurité, défense, justice verront leurs moyens augmenter. Logement et contrats aidés feront cette année encore l'objet de coupes budgétaires. Enfin, dans les suites de l'affaire Benalla, l'Élysée doit en cette rentrée se réorganiser. Mais cela prendra du temps, une rationalisation des services et des pratiques qui devra être effective avant les tout premiers mois de l'année 2019. David Doucan du service politique d'Europe 1. 8h04 sur Europe 1, 6 jours après l'effondrement du viaduc à Gênes. Les familles évacuées vont être relogées à partir d'aujourd'hui. En parallèle, Autostrade, le gestionnaire de l'autoroute, a annoncé la création d'un fonds d'aide de 500 millions d'euros pour les victimes et pour reconstruire le pont. 25 millions de véhicules empruntaient chaque année ce viaduc qui permettait d'éviter la traversée de Gênes. Europe 1 a choisi de se pencher sur les conséquences économiques de cette catastrophe pour la ville
ville de Ligurie. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Gwendoline de Bono. Pourquoi l'effondrement du pont Morandi risque d'impacter l'économie de Gênes ? Alors il faut comprendre les répercussions de l'accident de Gênes au regard de la géographie de la ville. C'est une vallée enclavée entre les montagnes et la Méditerranée. Son port est en plein développement. Il est aujourd'hui le plus important d'Italie. 69 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année. Le bureau d'Antonio Benvenuti donne sur les conteneurs l'activité principale du port. Il emploie 1500 dockers et redoute que les entreprises contournent le port à la rentrée. On risque de perdre en activité parce que les armateurs peuvent dire « Ok, le camion ou le ferry n'arrive pas dans les temps, eh bien ils vont dans d'autres ports comme Savona ou Spesa. » Et encore, là il y a de toute façon moins de travail parce qu'on est en août. Mais quand tous les camions vont recommencer à circuler la journée, quand l'école va reprendre, les entreprises aussi, là ça va faire du monde. Et ça c'est un gros problème. Selon lui, il faudra 2 ou 3 mois pour mesurer les conséquences concrètes de la chute du viaduc sur le port. On le comprend, Gwendoline, le défi, c'est le trafic des camions, ceux qui se rendent au port, mais plus généralement tous les transporteurs routiers qui transitent par cette région de l'Italie. Oui, 5000 camions se rendent au port de Gênes chaque jour, mais ils étaient beaucoup plus nombreux à passer par le pont Morandi, comme l'explique Paolo Odone, directeur de la Chambre de commerce de Gênes. Le nœud autoroutier de Gênes, c'est un nœud européen, c'est-à-dire que de Gênes à la part du nord, dans les Flandres, à Rotterdam, c'était le tracé principal pour l'Europe. Et ça passait par le pont. Le pont, c'est comme dire la horte de l'organisme logistique de la ville. On ne peut pas être esclave d'un seul point de communication. Dans un premier temps, il faudra donc utiliser d'autres artères, mais elles obligeront les camions à passer en centre-ville. Tout le trafic sera congestionné. En réalité, c'est ça que commerçants et habitants vont réellement perdre, du temps. Et quelles sont les solutions envisagées à plus long terme ? Alors, selon une source gouvernementale italienne, il faudra quelques semaines pour dégager totalement les débris du pont. Ensuite, toutes les parties restantes du viaduc seront démolies. La construction d'une bretelle d'autoroute est envisagée, mais il faudra de toute façon reconstruire le pont. La société autoroutière dit être capable de le faire en 8 mois. Irréaliste, selon tous les spécialistes que nous avons interrogés. Merci Gwendoline de Bono, envoyée spéciale d'Europe 1 à Gênes. Après 8 ans de crise, la Grèce sort aujourd'hui de la tutelle européenne et du FMI. 3 plans successifs lui ont permis de recevoir 289 milliards d'euros de prêts depuis 2010. La Grèce, qui doit maintenant se financer toute seule, restera sous surveillance durant encore plusieurs années. Sa dette est colossale, 180% du PIB. Europe 1, 8h07, Aubervilliers à nouveau marqué par un violent incendie. Moins d'un mois après la mort d'une maman et de ses 3 enfants dans le feu d'une tour de 18 étages, 22 personnes ont été blessées hier en début de soirée dans cette ville de Seine-Saint-Denis. 7 se trouvent dans un état grave, parmi lesquels 5 enfants et une jeune femme dont le pronostic vital est engagé. Le feu s'est déclaré pour une raison encore inconnue sous les combles d'un immeuble de 2 étages qui abritait une épicerie au rez-de-chaussée. Une centaine de pompiers a été mobilisée. Mohamed habite le quartier. Il était à la terrasse d'un café lorsque le feu s'est déclaré. Soudain, on entend que ça crie. Donc on pensait que ça devait être une bagarre ou quelque chose dans la rue, parce que souvent ici ça crie, des trucs comme ça. Donc tous les gens du quartier, on s'est précipités pour voir ce qui se passait. Et là du coup, on a vu que du 2e étage de la fenêtre, il y avait une flamme qui sortait. Voilà, après comme les gens ils habitent dans le quartier, tout le monde connaît tout le monde. Ils se demandaient ce qui s'est passé, comme on sait que c'est une famille nombreuse, des enfants en bas âge, beaucoup d'enfants. Donc les gens, les habitants, ils ne sont pas hésités à rentrer dedans, à aller aider les gens. Avec un peu des policiers qu'ils ont sorti les habitants. Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Benjamin Lévesque. Un important vol de cartons de cigarettes a eu lieu la nuit dernière près de Nantes à Thoiré-sur-Loire. Un chauffeur d'une société de transport a découvert que les chargements complets de 2 poids lourds avaient été dérobés. Les malfaiteurs ont emporté des centaines de cartons de cigarettes. Selon les informations d'Europe 1, le montant du larcin s'élève à environ 1 million d'euros. On passe au sport, Sophie, avec une très belle entrée en matière pour Nîmes, promu en Ligue 1 cette saison. Et une grosse déconvenue pour Marseille à l'occasion de la fin de la 2e journée du championnat de France de Ligue 1. Nîmes, qui n'avait plus joué avec l'élite depuis 25 ans, a créé la surprise et s'est offert Marseille sur le score de 3-1, Alban Le Poivre.
Le Nîmes Olympique est clairement le tube de l'été du football français. Un véritable vent de fraîcheur sur notre Ligue 1. Un jeu offensif, mais aussi toute une ville derrière son club. Un stade des Costières plein et bouillant hier soir. Maillot nîmois sur les épaules. Vincent savourait après la rencontre l'euphorie qui règne autour de son équipe. Le Nîmes Olympique, c'est ça, d'un stade blindé. Une ambiance, voilà, ça peut dégénérer à tout moment. C'est énorme. Nous, on vient de la Ligue 2. Maintenant, en Ligue 1, on avait peur et on voit maintenant ce que ça donne en Ligue 1. C'est que c'est toujours la même équipe. Jusqu'où ils peuvent aller? Je sais pas, écoute, moi je vais pas leur demander beaucoup, je sais d'où on vient. Et voilà, ils nous font honneur, cette équipe, elle a toute notre âme. Un sentiment de fierté et de communion entre public et joueurs. Une source d'inspiration toute trouvée pour le gardien nîmois Paul Bernardoni. Il suffit de regarder le public. Je pense que l'équipe a l'image du public. Toujours à fond, on s'est donné à 100%. Les joueurs ont fini avec des crampes. Je pense qu'on est tous fatigués, ça s'entend aussi à ma voix. J'ai plus de voix, on a beaucoup crié, donc c'est bien. Il y a une bonne âme, il faut que ça dure. Meilleure attaque de Ligue 1 avec 7 buts inscrits en 2 matchs. Le Nîmes Olympique trône fièrement à la 2e place du classement ce matin, avec un prochain rendez-vous déjà coché par tous les supporters nîmois, à la réception dans 15 jours du Paris Saint-Germain. Alban Le Poivre du service sport d'Europe 1. Un mot de cinéma pour refermer ce journal avec mercredi la sortie du nouveau film de Spike Lee. C'est un film européen. Le réalisateur engagé, à qui l'on doit notamment Do the Right Thing ou Malcolm X, sort Black Klansman. Mathieu Charrier vous dévoile ce long métrage qui a reçu le Grand Prix du dernier festival de Cannes, mais sans tout vous révéler. Black Klansman s'inspire d'une histoire vraie à peine croyable. Au début des années 70, un policier noir a réussi à infiltrer le très raciste Ku Klux Klan. Il s'appelle Ron Stallworth et dès son arrivée au commissariat de Colorado Springs, il démarre une relation téléphonique avec David Duke, le grand wizard du clan. Il joue le raciste de base qui déteste tout sauf les Américains blancs. Since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish. Et ce policier va découvrir que le clan prépare un attentat et envoyer une doublure pour infiltrer leur rang. Alors on est dans une ambiance fin des années 70, type Starsky et Hutch, mais la force du film, c'est bien sûr son message politique, mais teinté d'humour, ce qui est rare chez Spike Lee. Le cinéaste engagé de 61 ans, se serait-il assagi? J'ai déjà fait des films sombres, il y a 29 ans par exemple, avec Do the Right Thing. Et puis je me rappelle quand j'étais petit et que vos parents veulent vous faire prendre des médicaments. Vous n'aimez pas trop. Ma mère, elle les écrasait pour les mélanger à du Coca-Cola. Ça passe beaucoup mieux. Et ce ton plus léger permet à Spike Lee de nous offrir un film grand public, sans oublier bien sûr de faire passer son message, en intégrant notamment à la toute fin du récit des images d'actualité, montrant que le racisme touche toujours aujourd'hui une partie de l'Amérique. Mathieu Charrier, le Monsieur Cinéma d'Europe 1. Et c'était dans le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup Sophie. Europe 1.